Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, dernière vidéo sur le Tour d'Italie. C'est l'heure du grand conseil de classe. On va noter toutes les équipes, voir celles qui ont été performantes, celles qui ont eu du mal sur ces 3 semaines de compétition. Comment j'ai noté les différentes équipes, c'est très simple. Je me suis basé sur les résultats, sur les attentes avant le début de la course, sur les résultats certes, mais aussi sur une sorte d'impression générale. Est-ce que on les a souvent vus dans les échappées? Est-ce que collectivement l'équipe a été forte, hein? Je ne prends pas en compte que le leader, j'essaye de prendre aussi le collectif pour voir bien qui a obtenu des bons résultats, qui a réussi à faire une belle course sur ces 3 semaines de compétition. On notera également la course que l'on n'avait pas notée lors de la vidéo précédente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires et je remercie les gens qui le font. Deuxième moyen de me soutenir, c'est de cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos, comme ça permet de les mettre en avant par YouTube. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est de rajouter la petite cloche. Donc, les notes de ce Giro, le grand conseil de classe. On va noter les 23 équipes au départ de ce Tour d'Italie. Et puis, on notera également la course. Donc comme je le disais, je prends en compte donc à la fois les objectifs de départ et les résultats à la fin. Est-ce qu'il y a des grosses différences en bien ou en mal? Est-ce qu'on a vu un collectif solide ou est-ce que ce sont surtout quelques individualités qui ont réussi à s'exprimer? Et puis également parfois un bilan un peu plus personnel, la manière dont telle ou telle équipe a couru, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça ne m'a pas plu? Donc voilà, c'est un peu une globalité en termes de résultats. On commence tout de suite avec la note de la course. J'ai décidé de mettre un 13 sur 20. Pourquoi un 13 sur 20? Pourquoi pas une note plus basse? Pourquoi pas une note plus haute? 13 sur 20, c'est des encouragements. On a eu de la chance, c'est que les coureurs ont fait la course. Ça a été vraiment notre chance en deuxième semaine. Hein. Donc les coureurs ont, je pense, donné le maximum par rapport au parcours qui leur a été donné. C'était compliqué de faire mieux du côté des coureurs. On pourrait me dire, il y a eu l'étape du vendredi, il y a eu la dernière étape en Albanie aussi, où on aurait peut-être pu avoir plus de spectacles. Mais en globalité, on a eu du spectacle au maximum de ce que les organisateurs ont proposé. Le souci, ça a été le parcours, mal équilibré. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux du côté du parcours. Donc 13 sur 20 parce que merci les coureurs. Et en même temps, dommage qu'on n'ait pas eu un parcours meilleur, pas eu un parcours différent sur ce Tour d'Italie. Le parcours m'a déçu. Alors ça a permis de garder du suspense, mais en gros, avant la 3e semaine, pour le classement général, on n'a pas vu grand-chose. J'irai à part la première étape, l'étape de Sienne et les contre-la-montre. Voilà. Et les contre-la-montre, on a eu de la chance, c'est que le deuxième contre-la-montre se déroule dans des conditions changeantes. Si ça avait été sur des conditions sèches, ce contre-la-montre-là n'aurait pas forcément été intéressant. Donc voilà, 13 sur 20 parce que pour moi, une meilleure note, ça aurait été... c'était faux. J'ai hésité avec un 12, pour tout vous dire, et je me suis dit 12, c'est peut-être un peu sévère par rapport au spectacle qu'on a eu sur certaines étapes. Mais c'est vraiment grâce aux coureurs que j'ai mis ce 13 sur 20. Si les coureurs n'avaient pas proposé autant de spectacles, la note aurait été plus basse sur ce Tour d'Italie. On commence par les notes. Donc comme d'habitude, hein, je répartis les équipes dans un premier temps. Hein, voilà ma méthodologie, c'est que dans un premier temps, je classe les équipes, celles qui sont en dessous de 5, de 5 à 10, de 10 à 15 et au-dessus de 15.
Voilà. Et puis ensuite, j'affine les notes au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est une vidéo qui met toujours un petit peu de temps à arriver, parce que là, par exemple, il y a des équipes qui ont vu leurs notes modifiées au fur et à mesure de la semaine, parce que j'ai trouvé que c'était un peu moins bien ou que c'était un peu mieux. Et parfois, je me suis dit, ah là, j'ai peut-être été un peu sévère. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop gentil. Donc voilà, j'ajuste de cette manière-là. En fin de vidéo, j'ai oublié de vous le dire, mais on aura les différents classements, que ce soit les classements avec les points UCI sur les 3 semaines de course, les classements également des gains, que ce soit par coureur et par équipe, ce qui est toujours intéressant à voir. Première équipe de ce classement, eh bien c'est la Cofidis, 2 sur 20 du côté de la Cofidis. Pas grand chose à dire hein, sur les 3 semaines de la Cofidis. L'équipe a été beaucoup trop discrète. Il y a quand même beaucoup de coureurs qu'on n'a pas vus sur les 3 semaines de course. C'est vrai qu'en réalité, on avait misé un petit peu sur Freitin, sauf que Freitin, on l'a vu sur un sprint. Sur le reste, ça a été un petit peu compliqué du côté de Milan Freitin qui faisait son premier grand tour. J'en attendais un petit peu plus, mais peut-être que le parcours était un petit peu trop dur pour Milan Freitin. Du côté des échappés, on a vu Monique Oldani, en dehors de ces 2 coureurs-là, derrière, c'est un échec. Hein. C'est vrai que Jackie Durand a parlé de Yann Mas, que l'on n'a pas vu, mais on a vu Nicolas de Beaumarchais, on a vu Jonathan Nastra, pas beaucoup plus. Sergio Samitier, on l'a vu pendant ces 3 semaines de compétition? Non. Donc pour moi c'est un échec parce que la Cofidis on les attendait dans les échappées, on les a pas vus dans les échappées. Et puis bon, on avait bien compris au départ que les objectifs étaient peu élevés, mais c'est vrai que Milan Freitin on le voit seulement sur un sprint, un petit peu dommageable de ce côté-là. Oldani, je m'attendais à ce qu'on le voit un peu plus sur des étapes à la Mats Pedersen. Dans ce domaine-là, ça a peut-être été un peu trop discret aussi du côté d'Oldani. Je crois qu'il y a une 5e place, mais sinon c'est un peu discret. On porte le maillot de grimpeur avant Fortunato. Donc 2 jours, parce qu'ensuite Fortunato l'a porté jusqu'à l'arrivée. Mais Sylvain Monique n'a jamais vraiment pesé sur les étapes de montagne. Et puis oui, je trouve que l'équipe a été très peu présente. Pas grand chose à dire sur la Cofidis, on s'attendait pas à grand chose et en même temps on est quand même un peu déçu du côté de cette formation, pas assez présente dans les échappées, elle a raté quand même aussi des grosses échappées. Donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à voir cette équipe. Pour tout vous dire, je l'avais presque oublié à l'arrivée de ce Tour d'Italie, tellement on a peu vu cette formation, donc c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu du côté de la Cofidis. Meilleur coureur en classement général pour la Cofidis, ça c'est toujours intéressant à regarder, c'est Sergio Samitier qui finit 52e à quasiment 2h30. Donc voilà. Alors ils ont fini à 7 coureurs, hein. Il y a eu un seul abandon, ça a été Milan Freitin. Mais bon, l'équipe a été quand même assez moyenne sur ces 3 semaines de compétition. Pas beaucoup de points marqués, ce qui fait que l'équipe est désormais en position de relégable au niveau des points UCI et un petit peu distancé par ses adversaires. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas une bonne nouvelle du côté de cette formation, tout simplement. On poursuit, 2e équipe, 3 sur 20, et on passe à l'équipe Intermarché avec ce 3 sur 20. Alors là, c'est du côté par rapport à la Cofidis, autant on a vu quand même une fois Milan Freitin sur les sprints, Garben Tyson, on ne l'a pas vu des 3 semaines. Là, c'est un échec complet du côté de Garben Tyson. Assez surpris. C'est quand même un sprinter qui a fait des places, notamment sur des Tours de Pologne, sur des courses quand même d'une semaine où parfois il y avait de la densité dans sa carrière. Ça fait depuis quelques temps qu'il a un peu disparu quand même, hein, Garben Tyson. Ça serait bien de revenir, de retrouver un meilleur niveau. Là aussi, on a vu un petit peu Taco van der Horn dans les échappées. On a vu aussi Buzzato au départ avec le maillot blanc, Mentis aussi dans les échappées
en troisième semaine. C'est vrai qu'avant la troisième semaine, on ne l'a pas beaucoup vu dans les échappées. Mais en dehors de ces coureurs-là, Petili, Coleoni, Diane Smith, qui a abandonné assez vite, Van Doek, ces coureurs-là ont été beaucoup trop discrets. Et comme ça n'a pas marché non plus du côté du sprint, c'est vrai que le collectif Intermarché a pas vraiment existé. Et heureusement, ils auraient pu avoir deux aussi Intermarché, mais ce qui les sauve du 2, c'est vraiment la dernière semaine de Menties, qui je trouve est intéressante. On le voit beaucoup en échappée. Menties qui finit 18e au classement général. Meilleur coureur d'Intermarché au final. Mais en dehors de Mentis, en dehors de Taco Van Der Hand dans les échappées, le reste de l'équipe a quand même été bien trop discrète. Or, Intermarché, on les attendait quand même énormément à l'attaque. On ne s'attendait pas à ce qu'on défende à tout prix un classement général avec Mentis. Donc on s'attendait plutôt à ce que cette formation belge essaye de miser les sprints et puis essaye de viser les échappées. Les sprints, ça n'a pas marché. Gerben Tyson n'a jamais trouvé la solution. Ça, c'est clair et net. Et puis, du côté des échappées, même Taco Van Der Horn, on ne l'a pas vu tant que ça. Il y a l'échappée de jeudi, quand même, il passe à côté. Je crois me rappeler. Donc, l'échappée du troisième jeudi. On l'a vu en début de course, mais ensuite, il a un peu souffert, je pense. Et puis derrière, Petili, Coleoni... les mecs ont été un petit peu transparents, donc pas forcément une belle course du côté de l'Intermarché. Autre équipe qui a un 3 sur 20 au final sur ces 3 semaines de course, la Q36.5. Là aussi, on est sauvé d'une note un peu moins bonne, un peu grâce à Moschetti et sa 3e place sur le dernier sprint où on s'est enfin trouvé avec Emile Lippins, parce que c'est vrai que les deux coureurs avaient eu beaucoup de mal à se trouver sur ce Tour d'Italie, alors qu'ils avaient réussi à le faire sur le Tour, sur le Alula Tour sur la fin. Mais c'est vrai que sur le Tour d'Italie, ça a été un petit peu plus compliqué, mais heureusement, on a cette 3e place de Moschetti qui s'est bien défendue jusqu'à Rome. Quasiment pas d'échappée du côté de la Q36.5, ce qui est quand même dommageable pour une équipe invitée. Je pense que la Vuelta va regretter son choix, mais voilà, on les a pas vus, on n'a pas vu le maillot de la Q36. Pidcock très discret sur ces 3 semaines de course, au final finit 16e, mais sans avoir pesé du côté du classement général, ce qui était, je pense, son objectif, de faire un bon classement général. Bon, en plus, moi j'ai adoré Pidcock à l'arrivée, il nous a fait un petit peu une Zverev au tennis. Non, mais c'est vrai que Pidcock a dit « Comment vous voulez que je sois performant si j'ai pas de stage en altitude ?» Alors je pense que vu le salaire de Thomas Pidcock, le salaire grâce à Q36.5 mais également à Red Bull, je pense que si son équipe décide de ne pas faire de stage en altitude, il peut se payer un stage en altitude. Voilà. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience maintenant, Thomas Pidcock, pour se dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'un stage en altitude, il a quand même 25 ans, et de se dire, bientôt 26 même, et de se dire, tiens, on me fournit pas le stage en altitude, je vais peut-être me le payer, le stage en altitude. Bon, voilà. Donc il a dit, c'est pour ça qu'il n'a pas été bon non plus, enfin qu'il a été un peu distancé sur les Ardennaises. T'as 25 balais, tu sais que t'es dans une équipe de 2e division, t'es le leader de l'équipe, alors déjà tu peux discuter avec la direction, et puis si la direction veut pas te fournir de stage en altitude, tu peux te le payer, je pense. Enfin, je pense qu'il a suffisamment d'argent pour se payer un stage en altitude, se payer l'hôtel. Enfin, Guillaume Martin l'avait fait en Italie, je crois que c'était lui qui payait à l'époque de la Cofidis, donc si Guillaume Martin a pu le faire, je pense que Thomas Pidcock avait aussi les capacités de le faire. Après, très clairement, il n'a jamais existé sur ces 3 semaines de course, Pidcock. La grosse déception, c'est l'étape des chemins blancs. Mais même en dehors de cette étape des chemins blancs, normalement, il fait un farané un petit peu dans tous les sens. Et c'est un peu pour ça aussi qu'il s'est barré de la Ineos, parce qu'il voulait être leader pour le classement général pour les courses par étapes. Bon, là, on a vu quand même un peu les limites de Thomas Pidcock.
Et puis, en dehors de Thomas Pidcock, le reste de l'équipe a été transparent. Quasiment pas d'échappée du côté de la Q36. Donc là aussi, on aurait peut-être pu faire un petit peu différemment du côté de cette formation et peut-être un peu moins miser sur Pidcock et un peu plus valoriser son statut d'équipe invitée. Là, je me dis vraiment du côté de la Q36, enfin du côté du Giro, quel a été l'intérêt d'emmener cette équipe au départ. Enfin voilà quoi, il n'y avait aucun intérêt presque d'emmener cette équipe. Et puis n'oublions pas Zukowski également qui a abandonné très vite. Mais la Q36 n'a pas du tout existé. Et puis autour de Thomas Pidcock, si on veut jouer le classement général dans les années à venir du côté de cette formation, il va falloir un petit peu densifier le collectif. Parce que Osson, Asparen, Donovan, c'est pas suffisant quand tu veux, ou Milan Vador, c'est pas suffisant pour jouer le classement général pour un Thomas Pidcock. Donc il va peut-être falloir un petit peu densifier ça du côté de cette formation et trouver des leaders. Et puis est-ce que Pidcock est la bonne arme pour être performant sur ce type de parcours? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Pidcock, donc meilleur coureur de l'équipe, il finit 16e, pardon, je vais y arriver. Nouvelle équipe, 4 sur 20 désormais. La Groupama, on avait un objectif, hein, c'était David Gaudu, sauf que David Gaudu abandon assez vite. On a essayé dans les échappées, je pense à Rémi Rochas, je pense à Germani. Notamment, je pense également à Enzo Palini qu'on a vu en échappée. Je me dis quand même qu'heureusement Gaudu n'a pas dû défendre une 4e ou une 5e place parce que collectivement c'était quand même extrêmement faible. Les Bistrom, Clément Davy, Kevin Geniette, c'est pas suffisant. Alors Kevin Geniette, on l'a vu un peu, donc quelques échappées, mais s'il avait fallu défendre soit un maillot de leader ou défendre une position au classement général face à un Bernal, face à un Caruso, ça aurait été quand même très compliqué pour la Groupama FDJ. Vu la densité de l'équipe, moi je pense qu'il aurait fallu que Gaudu abandonne parce qu'il n'est jamais revenu et je pense qu'on a un peu épuisé David Gaudu pour pas grand chose sur ces 3 semaines de compétition. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas des séquelles sur le long terme pour le français. Moi j'ai bien aimé Germani, je trouve que c'est un coureur qui progresse, un petit peu comme Alessandro Verre, voilà, c'est un coureur qui progresse de plus en plus. J'ai bien aimé Rémi Rochas également quand on lui a laissé jouer sa carte, ce qui a permis d'obtenir le meilleur résultat de l'équipe grâce à Rémi Rochas. Par contre, il y a des coureurs qui ont été transparents. Je pense à Quentin Paché, que l'on n'a pas vu, ou encore Sven-Erik Bikström, également assez inexistant sur ces 3 semaines de course. Je mets un 4 sur 20. Pourquoi je mets un peu plus qu'Intermarché Q36 Je les ai plus vus en échappée. Je trouve qu'ils ont plus essayé en échappée. Intermarché, ils ont surtout essayé en 3e semaine. Q36, ils n'ont pas essayé en échappée. Donc je trouve qu'ils ont été plus présents dans les échappées. Gaudu a quand même essayé malgré sa méforme dans les échappées. C'est surtout pour ça, voilà, ce qui fait le petit point en plus par rapport à la Q36, par rapport à Intermarché. Sinon c'est vrai que pour le reste, ça reste une mauvaise note, 4 sur 20. Ça reste une équipe qui est passée à côté. L'objectif c'était David Gaudu. David Gaudu n'est pas dans le top 10 du général, c'est une déception. Vu la densité au départ, je pense que quand tu vois qu'un Caruso est 5e ou qu'un Bernal arrive à être dans le top 10, tu te dis que David Gaudu était en capacité de faire un résultat à ce niveau-là en étant un minimum en forme, sauf que l'année a été compliquée, beaucoup de chutes à répétition. Et au bout d'un moment c'est compliqué. Moi j'ai bien aimé par contre qu'il ne se cachait pas derrière ses chutes. Il a dit voilà, ce sont des erreurs de ma part. Donc je trouve qu'il a un peu gagné en maturité par rapport à avant David Gaudu. Mais le collectif n'était de toute manière pas suffisamment fort. S'il avait fallu sauver une 5e place, ça aurait été compliqué. Donc voilà, 4 sur 20 pour moi du côté de la Groupama FDJ.
Nouvelle équipe avec une note assez modeste, il faut bien le dire. La Quick-Step, 5 sur 20 du côté de la Soudal Quick-Step. Ça n'a pas été une course facile avec l'abandon d'entrée de Landa, leader de l'équipe, que tu perds dès le premier jour. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ta course devient bien plus compliquée. On a eu Paul Magnier qui fait un bon sprint sur les 3 semaines de compétition. Le problème de Magnier, c'est qu'il a eu du mal avec Lamperti. Je pense qu'il a eu du mal surtout avec les sprints sur les grands tours. Les sprints sur les grands tours, c'est très différent des sprints sur d'autres courses par étapes. C'est beaucoup plus la guerre. Il y a beaucoup plus de mecs qui veulent gagner et qui jouent, je dirais presque leur vie sur une potentielle victoire. Et c'est vrai que je pense que Magnier a été un petit peu trop tendre sur ces sprints-là. Il est jeune, encore une fois, mais il va devoir muscler son jeu, comme on dit, pour pouvoir obtenir des résultats sur ces sprints-là. Moi, j'ai bien aimé Garofoli. Sur les 3 semaines de course, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai bien aimé aussi Joseph Cerny. James Knox, on ne l'a pas vu sur les 3 semaines de course. Alors James Knox, ça reste quand même un peu une arlésienne. Sur les grands tours, il n'a jamais existé. Mais vraiment, hein, James Knox sur les courses de 3 semaines, jamais été présent. Sur les courses par étapes, ça fait quand même depuis longtemps qu'on ne l'a pas vu aux avant-postes, hein, James Knox. Quand il était arrivé chez Soudal Quick-Step, je m'en rappelle, hein, je m'étais dit « Ah tiens, c'est un bon coureur ». Je crois qu'il est arrivé la même année que Masnada, où ils sont arrivés vers 2020, ces coureurs-là. Soudal Quick-Step avait fait pas mal de recrutements à ce moment-là. Et c'est vrai, James Knox, je m'étais dit « Tiens, lui, c'est un bon coureur pour des courses d'une semaine ». Pourquoi pas pour aller chercher des étapes en tant que baroudeur sur les courses de 3 semaines. Bon, aujourd'hui, James Knox inexistant. Lamperti, bon sprint à Rome. Je crois qu'il finit 5e de tête. Le travail d'équipier, il l'a fait pour moi avec Paul Magnier. C'est Paul Magnier qui n'avait pas confiance dans Lamperti, mais pour moi, Lamperti avait fait le job. Et puis, Ethan Etter, on l'a vu en échappée, mais lâché souvent assez tôt dans les échappées. Et Cataneo aussi assez discret quand même sur ces 3 semaines de course. Alors je pense qu'il a joué le général un petit peu, Cataneo, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. J'avais oublié de vous dire du côté de la Groupama, le premier coureur au classement général, c'était Kevin Chenietz, 33e devant Rochas, 39. David Gaudu a fini 66. Voilà du côté du classement général. Du côté de la Soudal Quick-Step, eh bien James Knox qui finit 19 mais qui a été inexistant sur ces 3 semaines de course. Garofoli 31, Cataneo 44. Donc ouais, non, il a même pas sauvé le classement général, Cataneo. Je pensais qu'il était un petit peu plus haut du côté du classement général. Donc non, ouais, assez discret Cataneo sur ces 3 semaines de course. Il m'a vraiment pas marqué plus que ça. Il a pris des échappées en 3e semaine. Mais souvent repris assez tôt et sur les 2 premières semaines. Bon, il y a eu les chronos, c'est vrai qu'il fait un bon contre-la-montre à piste. Par contre, sur le contre-la-montre de Tirana, beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà, trop discret Cataneo sur ces 3 semaines de course. Après, il a déjà 34, hein, Cataneo. Parce que j'ai oublié qu'il avait commencé à la Lamprey, par exemple. Je savais qu'il était passé chez Androni Giocattoni, j'avais oublié qu'il y avait eu un passage à la Lamprey, mais il est pro depuis août 2012. Donc ça commence à faire hein, aussi comme carrière Mattia Cataneo. Voilà, avec une victoire sur le Tour de Pologne en 2023, deuxième d'une étape du Tour de France en 2021, déjà 13 grands tours dans sa carrière, et 15 classiques, également 15 monuments. Pour 4 victoires. Voilà. Une étape du Tour de la Provence, par exemple, parmi ces victoires. Une étape du Tour du Luxembourg également. Dernière victoire, donc c'était cette étape du Tour de Pologne en 2023, du côté de Mattia Cataneo. On poursuit du côté des équipes et première équipe italienne de ce classement.
La Bardiani, j'ai mis 6 sur 20. C'est sûr que ça a été plus compliqué que l'an dernier. L'an dernier, il y avait Pellizzari. C'est vrai que Pellizzari les avait énormément aidés en termes de résultats, hein. Ils avaient été très visibles grâce aux jeunes coureurs italiens. Là, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est vrai que Pinarello, qui je pense aurait pu faire des bonnes choses en montagne, a disparu assez vite dès la 6e étape. Martinelli, bon, il y a eu cet abandon lors de l'étape 16, alors qu'il était dans l'échappée de tête. On a eu quelques places sur les sprints, mais c'est vrai que sur les échappées en montagne, déjà parfois ils les ont ratés du côté de la Bardiani. Et ils n'ont jamais véritablement été acteurs sur ces étapes-là. C'est pour ça que j'ai mis un 6 sur 20. Certes, on ne s'attendait pas véritablement à des miracles. Certes, ils ont animé les étapes de plat, et notamment les classements annexes, avec les sprints Red Bull notamment, ce qui leur a rapporté pas mal d'argent. Mais en termes de résultats comptables, j'ai trouvé l'équipe décevante. Souvent les coureurs partaient dans les échappées mais étaient repris assez vite. Je m'attendais à une chouille mieux au moins sur un sprint. J'aurais aimé qu'il y ait un top 5 sur un sprint. Or pour moi il n'y a pas eu de top 5 du côté de la Bardiani, si je ne me trompe pas. Classement, c'est Covilli qui fait le meilleur classement, mais 70e. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coureur qui a marqué des points grâce à son classement sur ces 3 semaines de course. Et là, je regardais, il y a eu Filippo Magli qui a pris la 4e place de l'étape 18 en top 5, et la 5e étape pour Fiorelli qui finit 5e du sprint derrière Pedersen, Pidcock, Aolar. Mais c'était une étape en bosse du côté de Fiorelli. Et une 6e place pour Marcelluzzi sur l'étape numéro 20, voilà, de ce Tour d'Italie. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux par rapport au Giro de l'an dernier. C'est un petit peu décevant, mais une équipe qui a un peu du mal depuis le début de saison. Seulement 2 victoires. Turconi sur le Trofeo Piva et Colnaghi sur le Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Et c'est ce qui fait que cette équipe se retrouve quand même pas si bien que ça au niveau des points UCI. Ils sont 27, mais avec assez peu de marge sur le 31e. Ils ont 200 points à peu près d'avance sur la solution tech, ce qui reste pas énorme pour rester parmi les équipes qui peuvent se qualifier pour les épreuves World Tour. Je rappelle que il faut rester dans les 30 premières équipes, et en sachant que cette année il n'y a pas d'équipe continentale dans ce top 30, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équipes qui seront supprimées de ce classement pour les invitations sur les grands tours. Donc oui, tu as peu de marge, peu de marge pour la Bardiani. Et c'est vrai que ce Tour d'Italie où l'équipe a marqué peu de points, ça ne va pas aider pour la formation italienne de la Bardiani. Très clairement, voilà. On poursuit après la Bardiani. Autre équipe, équipe française, pardon. C'est l'Arkea. On s'attendait pas à grand chose du côté d'Arkea. Ils sont vraiment sauvés par Verret et Gauzier-Épice. C'est vraiment les deux qui sauvent un peu le bilan, je trouve. Aussi un petit peu Stade Barsing. Voilà. On s'attendait à rien. Faut quand même le dire aussi. C'est même par rapport à une équipe comme la Bardiani, vraiment je crois qu'Arkea c'était l'équipe dont j'en attendais le moins. Vraiment, parce que pour moi Mozato sur les sprints, sur les courses de 3 semaines, c'est pas suffisant. Verret, pour le classement général, il n'y avait personne et j'en attendais vraiment pas grand chose de la Arkea. Je pense que même Cofidis, j'en attendais plus avec Fretin. Quickstep, j'en attendais plus, même avec Magnier. Arkea, j'en attendais pas grand chose. J'ai peut-être quand même été un petit peu gentil en termes de notation. Mais moi, j'ai bien aimé le Giro de Verret qu'on a beaucoup vu,
qui a été très présent sur les étapes dans les échappées. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien. Épice, Gossuet, Épice également, qu'on a beaucoup vu. Par contre, c'est vrai que pour le reste, bon, Mozzato fait quelques places d'honneur. Lorenz Heuss, transparent. Surtout si on compare à certaines années, notamment une année avec Intermarché où il avait fait un très beau Giro. Guglielmi, bon, sur 3 semaines, il n'a jamais été très visible ce coureur-là. Michel Reiss, bon, qui a abandonné assez vite. Et puis Ciota et Sveta Barsing, qu'on a vu. Mais ça reste quand même des coureurs qui sont extrêmement jeunes. Et les lancer déjà sur une course de 3 semaines comme le Tour d'Italie, je trouve que c'était quand même extrêmement culotté. Et c'est là que tu vois que chez Arkea, bah, on manque un petit peu de profondeur de banc. Et qu'on n'a pas le collectif pour faire le job. Mais c'est pas suffisant du côté de l'Arkea déjà pour remonter dans les potentiels qualifiés en World Tour, ça c'est clair et net. C'est pas suffisant non plus du côté de cette formation pour aller trouver un sponsor pour l'an prochain. Parce que je rappelle qu'il manque 20 millions d'euros, il faut trouver un gros sponsor du côté d'Arkea. Aujourd'hui, c'est pas avec les résultats de l'équipe masculine que tu vas attirer des entreprises qui peuvent financer. C'est pas suffisant, donc il va falloir vraiment travailler là-dessus du côté d'Arkea, mais il va falloir obtenir des résultats sur le Dauphiné. Ça risque d'être compliqué sur le Tour de Suisse, peut-être sur la course au Danemark. Mais il va falloir obtenir des résultats si tu veux être un peu visible et que tu attires un petit peu des sponsors, parce qu'il va falloir, sinon Arkea, ça sera fini. De toute manière, je pense que si en juillet, on n'a pas d'annonce, là il leur reste un mois pour avoir une grosse annonce. Si en juillet, il n'y a pas d'annonce, c'est mort. Parce que l'équipe n'a pas suffisamment de talent pour être intéressant. Et puis, Kevin Vauquelin va commencer à aller voir ailleurs, même si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'on sait que Groupama était sur le coup du côté de Kevin Vauquelin. Mais ça sera fini pour Arkea. Alors, c'est dommage, parce que c'est quand même une équipe qui a 20 ans d'existence, parce que je rappelle que Arkea, pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'était en fait l'équipe Bretagne-Schuller, notamment avec Dimitri Champion, qui avait remporté le titre de champion de France en 2009. C'était le premier coureur à l'époque continentale qui avait remporté le titre de champion de France depuis qu'il y avait eu le découpage en 2005, première division, qui a eu plusieurs noms, mais je dirais World Tour, Pro Tour, division continentale pro et continentale. Ensuite, il y a eu Steve, le coureur de Calais, pas Steve Chenel, j'ai oublié son nom, tiens, dis donc. Aubert, champion de France. Steven Tronet. Voilà, j'étais pas loin, j'étais sur Steve, voilà, qui venait de Calais, qui avait été champion de France en 2015. Voilà. Il avait été impressionnant ce jour-là, Steven Tronet. Il avait vraiment réussi à faire une course incroyable sur ce jour-là avec le sprint. Il y avait une chute. Je crois que Boigny était tombé. Et Tronet avait un peu gagné à la surprise générale. Voilà. Mais pour Arkea, il va falloir muscler le budget si on veut continuer à exister. Autre équipe à 7 sur 20, équipe italienne, c'est pour ça que j'ai hésité, c'est la Polti. L'équipe de Davide Piganzoli. Alors déjà, j'ai oublié de vous donner encore une fois le classement du côté de chez Arkea. Meilleur coureur, Svestad Bersing 22 et Ciota 49. Voilà, du côté du général. Et Svestad Bersing, il finit à 6e du classement des jeunes. Voilà. Du côté de ce classement. Que dire de la Polti Cometa? On a eu Piganzoli, mais qui n'a pas vraiment progressé par rapport à l'an dernier.
Donc il finit 14e et l'an dernier j'avais trouvé son Giro plus intéressant. Je trouve que là il y a une petite stagnation dans les résultats de Davide Piganzoli en sachant qu'il finit 14e mais qu'il a pris... Non, il n'avait pas pris d'échappée. Pour moi il avait pris une échappée en troisième semaine, mais là c'est pas indiqué comme quoi il avait pris une échappée. En dehors de Piganzoli, on a vu un peu les frères Baïs. On a vu une Munoz sur l'étape 4, que l'on a vu en échappée. Pour le reste, ça a été compliqué. Giovanni Leonardi, assez transparent aussi. Sur ces 3 semaines de compétition, il y a eu une seule 5e place et 10e à Rome. Du côté de Giovanni Leonardi, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux au sprint pour le coureur italien. Surtout qu'il avait été plutôt régulier sur le Tour de Turquie, notamment Giovanni Leonardi. Et puis, oui, j'en attendais un peu plus de la Polti Visit Malta. Alors, on les a vus en échappée, ils ont animé la course comme la Bardiani. Il y a un point de plus que la Bardiani grâce à Piganzoli. Malgré tout, c'est vrai que j'avais trouvé le Giro 2024 de Piganzoli plus intéressant que le Giro de cette année qu'il a réalisé. Voilà, je trouve qu'il y a eu un petit coup d'arrêt, qu'il n'a pas réussi forcément à être très performant sur ces 3 semaines de compétition. Donc voilà, j'aurais aimé en voir plus du côté de Piganzoli. J'aurais voulu que ça soit plus performant du côté du coureur italien. Donc pour moi, déception du côté de Davide Piganzoli. J'en attendais plus du coureur italien. Et puis Leonardi aussi, que j'ai trouvé assez discret, trop discret sur ces 3 semaines de compétition. On continue du côté des notations des équipes, on passe à la Tudor. J'ai décidé de mettre 8 sur 20 du côté de la Tudor. Je dirais que le contrat est rempli mais sans plus du côté de cette formation. Alors oui, Storer fait 10e du classement général. Ce qui était, je pense, objectif, un top 10 du côté de l'équipe suisse, mais sans forcément avoir été extrêmement marquant. C'est vrai que c'est pas l'homme qu'on a le plus vu. On a vu un petit peu Warbase du côté des échappés, un petit peu Zillard. Là aussi, il y a quand même des coureurs qu'on n'a pas vus. Je pense à Krieger, je pense également à Rick Plumers ou à Yanis Ouazard aussi, qui n'a pas été le plus visible. Bon voilà, le contrat est rempli mais sans plus. C'est pour ça que je mets 8 sur 20 parce que au niveau du sprint, Zillard n'a pas été extrêmement présent. Après, c'est vrai que je ne suis pas sûr que c'était le choix de départ, Zillard. Je pense que du côté de la Tudor, d'autres coureurs devaient plutôt faire cette épreuve. Il y a eu quand même pas mal de blessés du côté de cette équipe ces derniers temps. C'est vrai que c'est assez surprenant par exemple de ne pas voir un Trentin au départ, qui aura peut-être été plus intéressant également pour lancer les sprints. Et puis après, du côté de Storer, on a beaucoup vu Florence Stork les derniers jours de course pour aider Storer, mais c'est vrai qu'auparavant il a dû un peu se débrouiller seul. Le collectif Tudor, on ne l'a pas véritablement vu. Et puis après, du côté de Storer, on avait une peur quand même avant le début de cette course, c'est qu'il se retrouve dans la même situation que pas mal de vainqueurs du Tour des Alpes. C'est vrai qu'il avait dominé le Tour des Alpes et on se disait, bon, il a dominé le Tour des Alpes, il y avait quand même du beau monde au départ, est-ce qu'il aura encore les capacités physiques d'en remettre sur 3 semaines? Il ne s'est pas écroulé, Storer. Mais il y a eu meilleur que lui, tout simplement, sur ces 3 semaines de compétition, mais il ne s'est pas écroulé. C'est vrai que si on prend les résultats des dernières années, c'est presque même le vainqueur du Tour des Alpes qui a eu moins de problèmes sur ce Tour d'Italie. Après, voilà, je pense qu'il y avait... Il est 10e, mais encore une fois, quand tu vois le top 10, tu te dis, il finit quand même derrière Bernal, il finit derrière Rubio. Voilà, il finit quand même derrière des mecs qui sont pas si excellents que ça sur ces 3 semaines de compétition. Voilà, Gérard, encore une fois, on a rempli le contrat, mais pas plus. Donc voilà, c'est un 8 sur 20.
C'est mieux hein, quand même que pas mal d'équipes qui ont été notées jusqu'à maintenant, mais c'est pas non plus exceptionnel. Autre équipe un petit peu dans la même situation, on a rempli le contrat, mais pas plus. Eh bien, c'est la Alpecin, là aussi 8 sur 20 du côté de cette formation. Alors oui, on gagne une étape avec Caden Groves, sauf que le jour où il gagne, c'est pas forcément le jour où il y a le plus d'opposition face à lui. Il y avait surtout, enfin il n'y avait pas Pedersen ce jour-là, il y avait surtout Olaf Koy qui se fait bloquer. En plus sur cette étape, je crois que c'est par Moschetti qui se fait bloquer. Je sais plus c'est par quel coureur qui se fait bloquer ce jour-là, mais voilà, une victoire d'étape du côté de Caden Groves. En dehors de cette victoire du côté de Caden Groves, il y a eu des places d'honneur pour le coureur océanien, mais il n'a pas réussi à doubler la mise, il n'a pas réussi à faire plus. En opposition directe, il est battu par Koy, il est battu par Pedersen. Vraiment, quand il était face à ces coureurs-là. L'objectif était d'aller chercher une victoire, mais je pense que c'était peut-être d'aller chercher plus qu'une victoire. Et puis après, bon, bah, Quinten Hermans, toujours pas ça. Hein. Pourtant, je le mets toujours parmi les favoris, parfois dans les échappées. Il faudrait que j'arrête, je pense. Parce que Quinten Hermans n'est plus le grand Quinten Hermans, n'est plus le Quinten Hermans qu'on a pu connaître chez Intermarché. Je trouve que c'est un coureur qui a régressé. Alors, ce qui est normal aussi hein, du côté de Quinten Hermans qui régresse. Il n'y a pas d'autres coureurs véritablement grands grimpeurs. Il y a Vergalito, mais il n'y a pas de grands punchers. Donc, en gros, il n'y a pas d'émulation. Vous avez des équipes où il y a des émulations. Chez Decathlon, vu le nombre de punchers, forcément, au bout d'un moment, il y a une émulation qui se crée. Chez UAE, il y a une émulation qui se crée. Chez Alpecin, l'émulation, elle a quand même un peu du mal à se faire. Au niveau des sprinters, oui, mais pas au niveau des punchers grimpeurs. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Quinten Hermans. Sinon, pour le reste de l'équipe, bon, parfois ils ont essayé de prendre les échappées, mais encore une fois, quand t'as pas de grimpeur, il n'y a pas de miracle derrière du côté de cette équipe. Donc pour moi, ouais, c'est un 8 sur 20. On remplit l'objectif, mais on n'arrive pas à faire beaucoup mieux que ça. Donc voilà, 8 sur 20 du côté de cette formation. Alpecin de Koninck pour ces 3 semaines de compétition. Premier coureur chez Alpecin de Koninck au général, pour qu'on se marre un petit peu. Quinten Hermans, 85e. Voilà, de toute façon, je crois que c'est l'équipe qui finit dernier au classement par équipe. Alpecin, voilà, ils ont fini dernier au classement par équipe. On ne s'attendait pas à des miracles en termes de classement par équipe, mais ça confirme bien que c'est une formation qui n'a pas vraiment existé, enfin qui a eu du mal à exister, même s'il y a des places d'honneur du côté de Caden Groves. À la régulière, il bat ni Pedersen ni Koy. Le jour où il gagne, Pedersen ne fait pas son sprint, Koy est enfermé, donc c'est ça aussi qui est un peu frustrant du côté de Caden Groves. En réalité, il n'a pas forcément réussi à battre les meilleurs du côté des sprints sur cette semaine de compétition. Nouvelle équipe en termes de notation, on commence à avoir des notes un petit peu meilleures. Picnic Postenel, beaucoup de mal à noter cette équipe. Je pense que j'ai noté un peu sévère. J'ai mis 10 sur 20. Ouais, beaucoup de mal à noter cette équipe parce que d'un côté tu te dis qu'il y a une victoire. Ok, donc super, il y a une victoire d'étape. Il y a des places d'honneur avec Romain Bardet. Bon, Max Poul fait quand même un classement général. Et en même temps, en même temps, au départ, on ne s'attendait pas à des miracles du côté de cette formation. Casper Van Huden, vainqueur d'étape, c'était pas forcément assuré. Bon, Max Poul, classement général, c'était pas sûr non plus. Romain Bardet, on savait que c'était son dernier grand tour avec une préparation qui a été compliquée. Mais je sais pas, j'ai pas su noter cette équipe, très clairement. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu mettre 2 ou 3 points de plus, mais je sais pas, j'arrivais pas à trouver des éléments qui me permettaient d'émettre des points supplémentaires pour cette formation. Dans les échappées très peu présentes, encore une fois, à part Romain Bardet, il y a aussi des coureurs qu'on a très peu vus dans cette formation. C'est vrai que Merkel, Landheim, bon, il a pris quelques échappées. Chris Hamilton aussi a pris quelques échappées, mais sans avoir véritablement été acteur dans ces groupes-là. Donc on aurait pu s'attendre à mieux.
Ça marque des points, certes, mais derrière, Astana passe devant. Et maintenant, tu es sous pression quand même par rapport à la Cofidis. T'as marqué des points, mais je dirais pas suffisamment pour vraiment te sortir d'une situation difficile, d'une situation pénible. Et puis, il y a quand même des inquiétudes du côté de sa formation pour le futur, parce que Romain Bardet, la semaine prochaine, dans 8 jours, c'est retraite, c'est taillot, c'est dodo, voire peut-être même avant s'il y a une chute, on n'espère pas, et que les petits jeunes, il en manque encore un petit peu, que ça soit Only, que ça soit Max Pool, même Van Uden. Voilà, il manque encore un petit truc, un petit step pour ces coureurs-là. Donc je dirais que la pique-nique, c'est intéressant, mais moi, il me manque des éléments, notamment dans les échappées, le collectif sur les sprints. Ouais, le jour où Van Uden s'impose, oui, le collectif a été fort, mais c'est vrai que parfois, il a dû se débrouiller quand même un petit peu seul. Le jour après où gagne le sprint, c'est costaud. Et ensuite, sur le reste, ouais, il m'a manqué un truc pour mettre une meilleure note. Je sais pas quoi, mais il m'a manqué quelque chose du côté de la pique-nique post-NL. Meilleur coureur, donc Max Pool, 11e au général. Deuxième coureur, c'est Romain Bardet. Lemreise et Hamilton prennent également des points avec leur 43e et 47e place. Et puis donc cette victoire d'étape avec Casper Van Uden, cette deuxième place d'étape avec Romain Bardet. Casper Van Uden a aussi pris des places d'honneur sur certains sprints. Mais ouais, il m'en manquait quelque chose. Voilà. Je ne saurais pas dire quoi, mais il m'a manqué un paramètre du côté de cette équipe, un truc qui m'aurait fait dire ah bah tiens, c'est super, ils s'en sont extrêmement bien sortis, voilà, j'ai été content de leur performance vraiment sur ces 3 semaines de course. Là, j'ai pas forcément eu ce sentiment-là du côté de cette formation. Nouvelle équipe, au niveau des points, enfin au niveau des notes, 11 sur 20 désormais. Eh bien, la Bora. Oui, 11 sur 20, ils sauvent leur course. Vraiment, ils peuvent dire merci à Pellizzari. Pellizzari sauve la course. C'est sûr que bon, ils misaient sur Primoz Roglic en début de grand tour. Ils misaient sur une victoire quand même autour de Primoz Roglic. Moi j'ai trouvé, bon on perd très vite Jane Lay déjà, mauvaise nouvelle. Moi j'ai trouvé quand même Tratnik pas mal. Par contre Daniel Felipe Martinez, on ne l'a pas vu pendant 3 semaines. Alors c'est vrai qu'encore une fois il a repris très tard la saison, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de l'emmener sur ce Tour d'Italie. Alors il a souvent fait les débuts d'étape, mais ce qui fait qu'il était transparent ensuite en fin de journée. Daniel Felipe Martinez, et je pense qu'on lui a demandé de faire les débuts d'étape parce que très clairement il n'avait pas la capacité de faire plus. Et puis après, bon, Jane Lay, on n'a pas pu le voir en montagne parce que très vite un abandon. Bon, Pellizzari a fait beaucoup de travail pour Roglic. Pellizzari qui fait un bon Tour d'Italie. C'est sûr qu'on l'a peut-être vu beaucoup moins en échappée que lors de l'édition qu'il avait réalisée avec la Bardiani, mais sur les 3 semaines de course, je trouve que c'est solide. Il arrive à prendre un top 10 alors que au départ c'était quand même plutôt pas lui qui était le leader. Il est devenu leader, je pense, à partir de l'étape 15 où on a compris quand même que Roglic était peut-être pas au top de ses capacités. L'avantage, c'est que Roglic a abandonné assez vite, donc il n'a pas été obligé d'attendre Roglic ou d'avoir ce côté, on ne sait toujours pas si t'es leader, parce que Roglic est toujours là, même s'il n'est pas bien, il peut peut-être se refaire la cerise. Non, il a abandonné assez vite Roglic, donc ça a aidé. On peut saluer également la belle victoire de Nico Dens, qui a été intelligent, qui a attaqué au bon moment lors de cette fameuse étape, donc c'était la 18. Où il a été costaud. 3e victoire d'étape en passant pour lui sur le Giro, Nico Dens. Hein. Ça commence à faire un bon petit palmarès. Bon, après, Tratnik a eu un bon rôle d'équipier en 3e semaine.
qu'on a quand même pas mal vu. Bon, derrière, Aleotti et Moscon, plus discret. Alors, Moscon, on l'a vu sur les étapes de plat. Giovanni Aleotti, on l'a peu vu. Mais du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, je dirais qu'on s'en sort bien avec cette belle place de Pellizzari, avec la victoire de Nico Denz. Quand on est dans une situation comme ça où il y a un abandon, on arrive quand même à sauver correctement la mise. Par contre, en termes de collectif, c'est vrai que on a vu Pellizzari, on a vu Traknik. Tu te dis quand même, Daniel Felipe Martinez, peut-être pas un super bon choix. Nico Denz, au final, qui aurait dû être utilisé sur les étapes de moyenne montagne, mais tu te dis des étapes de moyenne montagne sur ce Tour d'Italie, il n'y en avait pas 150 pour protéger Roglic. Bon, Aleotti, Moscon, on sait les limites de ces coureurs. Alors, ils ont été un peu utilisés sur le plat, mais ça n'a pas forcément été fantastique. Mais je ne sais pas si le collectif aurait été suffisamment solide pour aider Roglic en haute montagne. Je me dis qu'on aurait peut-être eu du mal dans certaines conditions du côté de cette formation. Autre équipe alors j'ai oublié de vous dire, donc c'est Pellizzari qui fait le meilleur classement du côté de la Red Bull avec cette 6e place, Martinez 53e marque des points comme Giovanni Aleotti avec une 59e place du côté du classement général pour cette formation. On poursuit avec la Décathlon, là aussi 11 sur 20. Là aussi j'ai hésité avec la note pendant très longtemps du côté de Décathlon. J'ai hésité à être sévère, à être très sévère. Ils peuvent dire merci à Prodhomme. Prodhomme les sauve, vraiment. Avec aussi de Bonte, qui remporte un classement annexe, celui des sprints intermédiaires. Nicolas Prodhomme fait 3e du classement de la montagne, plus sa victoire d'étape. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est la course de Bennett qui a été catastrophique. Jamais véritablement dans le coup, jamais en position de s'imposer. Très mal emmené, il faut bien le dire, par cette formation. C'est vrai que on n'a jamais réussi à vraiment trouver les bons réglages pour pouvoir faire des sprints de qualité du côté de la Décathlon à G2R. À chaque fois, il y avait toujours un petit truc qui n'allait pas. Une organisation qui n'était pas au poil, comme on pourrait dire. Donc là, il y a eu une déception du côté de cette formation. Après, pour le reste, je dirais qu'on a fait le job du côté de cette formation. Décathlon à G2R sur les étapes de montagne. On ne s'attendait pas forcément à un miracle, surtout qu'on perd Geoffrey Bouchard sur l'accident avec Landa. Donc c'est vrai que pour Prodhomme, ça n'a pas été facile pour prendre les échappées. On a vu un peu Vendramé, mais peut-être moins que d'habitude quand même. Godon a encore été discret, mais je dirais sur les courses de 3 semaines, Godon, ça ne marche pas tant que ça aujourd'hui. Non, le vrai problème, ça a été l'organisation autour de Sam Bennett. Donc j'ai peut-être été un petit peu gentil avec la Décathlon au final, avec ce 11 sur 20. Là aussi, ça fait partie des équipes où c'est dur de noter, je trouve, parce que d'un côté, on n'attendait pas forcément grand-chose. De l'autre, quand même, Sam Bennett, normalement, il aurait dû prendre des top 5, vu la densité, encore une fois, des sprinters au départ de ce Tour d'Italie. Et il a eu un petit peu plus de mal. Donc, ouais, je dirais un 11 sur 20. C'est moyen, voilà, le Tour de la Décathlon. Ok, on sauve la mise. Un peu comme la Red Bull, on arrive à sauver la mise, mais dans la globalité, ça reste moyen du côté de cette formation. On continue au niveau des notes. La Bahreïn, 12 sur 20. La Bahreïn. Ils s'en sortent très très bien, la Bahreïn, parce que c'est vrai que la chute de Tiberi aurait pu leur coûter extrêmement cher, mais Papy Caruso a encore fait des merveilles et des miracles. Il arrive à finir dans le top 5, Papy Caruso, qui aurait misé un copec sur une 5e place de Caruso. Je crois pas grand monde. Donc ça, c'est une belle performance, donc ça leur sauve véritablement la course. Je mets 12 sur 20, pourquoi je mets pas de meilleure note? Je trouve que collectivement, on n'a pas toujours compris ce que faisait cette équipe. Comme souvent, avec la Bahreïn, ça court un peu dans tous les sens. En termes de stratégie, souvent on se moque de la Movistar. La Bahreïn fait
pas beaucoup mieux hein, que la Movistar très régulièrement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a tendance à rouler énormément et des fois on se dit mais pourquoi cette équipe roule? Quel est l'objectif derrière? Et on ne comprend pas toujours et on n'a pas toujours la réponse du côté de la Bahrain Victorious. Mais bon voilà, on prend une belle 5e place. Bon, Tiberi a eu un petit peu plus de mal. Après, je dirais qu'il fait quand même un bon Giro par rapport à ce qu'il avait fait depuis le début de saison où il était assez transparent. Je trouve que sur ce Giro, il a plutôt été intéressant. Mais oui, la chute lui a coûté très cher. Bon, il a quand même essayé de rectifier le tir ensuite en partant en échappée, mais forcément, il a consommé beaucoup d'énergie. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait le petit Eulalia pour un premier grand tour, pour un mec qui, je rappelle, l'an dernier courait dans une Conti portugaise, donc c'est pas du tout le même niveau, très clairement. Il s'en est extrêmement bien sorti, je trouve, et ça a été vraiment un équipier important dans cette formation. Par contre, bon, Bilbao, alors il finit la course, hein, Bilbao, mais je trouve qu'il est en retrait par rapport aux années précédentes. Là aujourd'hui, tu vois, si tu me demandais, tiens, Bilbao, il peut jouer un classement général sur une course d'une semaine, je te dirais, je vais quand même regarder la liste de départ avant parce que s'il y a du monde, je suis pas sûr. Non, ça a été compliqué. Et puis, bon, il y a des coureurs, je comprends toujours pas ce qu'ils font là. Bon, Milojevic, qui a été renouvelé quand même. Hein. L'an dernier, ça reste extraordinaire. Il a réussi à renouveler son contrat. Heureusement que papa est dans la direction sportive de l'équipe. Parce qu'en réalité, il a, enfin, en World Tour, il a toujours rien montré et ça reste compliqué de défendre son niveau. Pasqualone, pas très visible non plus sur ces 3 semaines de compétition. Alors, ça s'est arrêté assez vite, hein, mais je me demande en plus quel était l'objectif avec Pasqualone. Est-ce que l'objectif était de faire des sprints avec Pasqualone, qu'il emmène Govkar? Mais bon, Govkar, c'est quand même pas un très grand sprinter. Est-ce que l'idée c'était plutôt qu'il emmène Zambanini? Bon, là ça aurait été peut-être plus logique. Est-ce que c'était de protéger sur le plat Tiberi, Caruso? J'ai pas compris son rôle, voilà, à Pasqualone sur ces 3 semaines de compétition. Bon, Zambanini, il y a eu quelques résultats. Je sais pas quel est son classement général à Zambanini, parce que l'an dernier il a donc fini 27, il fait 27 encore. Donc il a fait le job, hein, Zambanini, en prenant notamment des secondes de bonification. C'est le 3e coureur de l'équipe au final au général, devant Bilbao, donc, ce qui est quand même pas anodin du côté de Zambanini. Et puis donc voilà, cette 5e place de Caruso. Caruso, 37 38 de tête, 37. Voilà. Et encore une année de contrat l'an prochain. Mais en même temps, à 37 ans, si tu es toujours capable de faire ça, tu peux peut-être aller jusqu'à 40 balais. Après, Caruso, c'est quand même surprenant. Enfin, il y a des carrières qui sont comme ça, un peu surprenantes. C'est un mec qui a mis beaucoup de temps avant d'être performant quand même. Hein. Dans ses jeunes années, c'était pas un crack du tout. Même chez ses premières années chez les pros. Chez BMC, bon, il a eu un rôle d'équipier. C'est là où il a commencé à vraiment se montrer avec ce rôle d'équipier et à progresser dans la hiérarchie de l'équipe. Sur la fin, il était quand même presque leader. Et puis chez Bahreïn, où il a vraiment développé son talent, notamment 2020, 2021, 2022, mais à un âge qui était déjà avancé pour ce coureur. C'est vrai que c'est un mec qui est arrivé sur le tard, quoi. Mais bon, c'est pas le seul. Hein. Quand il est chez BMC, il a déjà 27-28 balais. Geoffrey Bouchard, on le dit toujours, hein, mais il a commencé à être performant tard. Il y a des coureurs comme ça qui mettent un petit peu plus de temps à émerger. Mohoric aussi a mis plus de temps à émerger que d'autres coureurs. On pourrait même dire un petit peu Christophe Laporte. Hein. Christophe Laporte, sur ses toutes premières années chez les pros, c'était pas si exceptionnel que ça par rapport à ce qu'il a montré ensuite derrière. Oui, vous avez des coureurs qui ont besoin d'un petit temps pour se trouver, pour se chercher, pour savoir quel type de coureur ils vont être. Je pense que Caruso, c'est un coureur qui s'est souvent caché, qui a souvent eu ce rôle d'équipier, mais maintenant qui a beaucoup plus ce statut enfin qui a eu à une époque ce statut de leader, qui est redevenu équipier, mais qui a plus de confiance en lui que quand il avait 25 balais. Donc sur ce Tour d'Italie, ça a bien aidé
son équipe, sa formation au niveau du classement général. Donc oui, la Bahrain Victorious, voilà, un 12 sur 20, bien aidé par la place de Caruso sur cette semaine enfin sur ces 3 semaines plutôt de compétition. On poursuit avec une autre équipe, on attaque la Movistar désormais. J'ai mis 12 sur 20 également du côté de la Movistar. Que dire sur cette formation? On remplit les objectifs, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Je dirais ce qui permet d'avoir une note au-dessus de 10, c'est Aolar. J'ai bien aimé ce qu'a fait Aolar sur ces 3 semaines de compétition, avec beaucoup de belles places d'honneur. J'ai bien aimé voilà, Aolar. Bon, Cepeda a eu un rôle d'équipier intéressant. Alors, surprenant, je ne pensais pas qu'il était aussi bien classé que ça au général. Quintana est quand même 25e du classement général. Certes, il a pris quelques échappées en 3e semaine, mais je ne pensais pas qu'il était remonté qu'il était remonté autant. Donc je pense qu'il avait déjà un classement qui n'était pas dégueulasse, Quintana. Je ne pensais pas qu'il était 25e. Mais c'est vrai que ouais, quand je fais les classements, je me souviens d'avoir vu son nom voilà, dans les classements quand je faisais les descriptions de vidéos, quand j'écrivais les descriptions de vidéos. Et Rubio, donc 8e. Ouais, Rubio, c'est un peu comme Storer. On les a pas beaucoup vus quand même sur ces 3 semaines de compétition. C'est-à-dire qu'ils ont été assez transparents, même s'ils jouent le général. Bon, dans un mois et demi, si je te demande qui était le 8e du dernier Tour d'Italie, je suis pas sûr que tu me sortes tout de suite Rubio. Voilà. Tu vas peut-être me sortir Bernal, tu vas peut-être me sortir, je sais pas, d'autres coureurs que Rubio, parce que malgré cette 8e place, il a quand même été très discret, le coureur colombien. Au final, on a presque plus vu Quintana ou Aolar que Rubio. C'est aussi une équipe qui a une particularité, la Movistar. Elle finit au complet sur ces 3 semaines de compétition. Il n'y a pas eu d'abandon. Après, il y a quand même des coureurs qu'on a peu vus. Milesi. C'est un peu une énigme, Milesi, quand même, chez les pros. Chez DSM, il s'en sortait. Là, chez Movistar, c'est un peu compliqué. Et même chez DSM, il s'en sortait en espoir, mais il s'en sortait pas forcément en catégorie élite. Il s'en sortait, oui, au niveau des titres espoirs, pas mal, mais du côté de la catégorie élite, c'était pas foncièrement le cas du côté de Milesi. Bon, Formolo, tu commences à voir les années qui passent hein, du côté de ce coureur, ça commence à être un peu plus compliqué. Barrenetxea, on l'a vu un petit peu en 3e semaine, mais en dehors, ça a été aussi assez discret. Albert Torres, bah tiens, parmi les coureurs invisibles sur ce tour d'Italie, Albert Torres, il a fait une échappée, Torres. Alors, s'il a fait une échappée, il ne va pas marquer, hein, très clairement. Albert Torres, où il était dans les échappées où il y a 40 mecs à l'avant. Mais ouais, moi je retiendrai les beaux sprints d'Aolar. Je trouve qu'il a fait du bon boulot, surtout en plus souvent seul. Et puis je retiendrai bien entendu Rubio et son top 10, nouveau top 10 sur le Tour d'Italie. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, je trouve que ça vaut pas plus qu'un 12 sur 20 du côté de la Movistar. Voilà, je n'ai pas été forcément épaté par cette formation pendant ces 3 semaines de compétition. Nouvelle équipe à 12 sur 20 du côté de ce classement. Israël. Oui, Israël. Le contrat est rempli. DRG fait un bon classement général, même plutôt un très bon classement avec cette 4e place. Ça, je dirais que c'est une réussite. Par contre, en dehors de DRG, le reste de l'équipe, ouais, on a une place d'honneur pour Corbin Strong. Ok. Mais là aussi, il y a quand même beaucoup de coureurs qu'on a peu vus. Simon Clark, Hugo Hull. Voilà. Nick Schulz aussi, hein, passant.
C'est vrai que Derek normalement, il avait une équipe qui n'était pas si dégueulasse que ça au départ, hein. On en avait parlé lors de la présentation des grimpeurs où j'avais dit Israël, c'est pas si mal que ça quand même. Ouais, sauf qu'on est plutôt sur des gloires passées. Et puis il a manqué Yann Hirt hein, quand même en haute montagne pour Derek. C'est vrai que Yann Hirt abandonne très vite. Et je pense qu'il aurait bien aidé Derek. Surtout que c'est deux coureurs qui ont des profils similaires. Plutôt profil rouleur-grimpeur que grimpeur-puncher. C'est pas des coureurs qui aiment forcément les changements de rythme. Donc je pense que ça aurait bien aidé DHG d'avoir un mec qui pouvait peut-être forcer le rythme de temps en temps. Mais je trouve que DHG fait un Giro qui est tout à fait intéressant, notamment sur ces 3 semaines et sur le collet delle Silvestre. Dommage qu'il ait perdu un petit peu de temps au départ. Et puis après, voilà, on remplit l'objectif, mais en dehors de cet objectif-là, on a été très discret. Les échappées, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Donc voilà, pour moi, c'est un 12 sur 20. Certes, il y a eu du bon DRG. Voilà, Corbin Strong, un seul sprint, presque, où il a été performant. Et puis je trouve que c'est toujours le même problème avec Corbin Strong. C'est à la fois, il n'est pas suffisamment bon pour rivaliser avec les punchers, il n'est pas suffisamment bon pour rivaliser avec les sprinters, donc il est un peu dans un entre-deux. C'est un profil de coureur qui est très compliqué. Il y a peu de courses qui lui conviennent vraiment à 100%, où il est l'archi favori Corbin Strong. Souvent, il y a meilleur que lui sur ce profil-là, donc c'est toujours un petit peu difficile. Et puis c'est vrai que Nick Schulz, Hugo Hull, Clark, très discret. Bon, Marco Frigo, peut-être moins présent également que sur d'autres grands tours. On a vu un petit peu Fuglsang, mais c'est vrai qu'en dehors de DRG, le maillot d'Israël n'a pas été très visible sur les routes de ce Tour d'Italie. Donc on aura pu s'attendre peut-être là aussi un petit peu mieux du côté de cette formation. Un gros morceau désormais auquel on s'attaque du côté des... Il n'y a que 2 coureurs même qui ont marqué des points du côté d'Israël au niveau du classement général. C'est G et Frigo qui est dans le top 30. Tous les autres sont au-delà de la 50e place, donc n'ont pas marqué de points au niveau des points UCI. Une équipe également qui commence avec un I avec Ineos. Que dire d'Ineos? Là aussi, ça fait partie des équipes où c'est compliqué de noter. Moi, j'ai voulu mettre un 13 sur 20 pour encouragement. Encouragement de la part de la Ineos sur la manière de courir, que j'ai trouvé plus intéressante, même si parfois je trouvais ça un petit peu baroque. Ça n'avait pas toujours de sens. Mais je trouve qu'il y a du mieux. Je trouve qu'ils ont enfin compris qu'ils n'étaient plus une armada. Ça leur a mis un temps fou à comprendre ça du côté d'Ineos, mais ils ont enfin compris qu'ils n'avaient pas forcément, qu'ils n'avaient plus les armes, qu'ils n'avaient surtout plus les coureurs pour rouler pendant toute la journée, faire le rouleau compresseur, et qu'à la fin, ils se faisaient battre par UAE, ils se faisaient battre par la Visma quand ils couraient de cette manière-là. Là, je trouve qu'ils ont tenté une autre manière de courir, pas toujours bien faite, pas toujours bien maîtrisée. Là, il y a encore du travail du côté de la Ineos dans ce registre-là, mais c'est un 13 d'encouragement. Voilà. C'est un 13 d'encouragement pour poursuivre dans cette direction-là. Bernal, top 10, je m'y attendais peut-être pas forcément tant que ça. Vous saviez, j'étais assez pessimiste avec Bernal en me disant... Le problème, c'est qu'il a du mal à enchaîner les performances. Alors, il finit sur les rotules. De toute façon, l'équipe finit sur les rotules. C'est vrai que quand on regarde Ineos sur cette 3e semaine, on sent que l'équipe a un peu souffert. Mais parce qu'elle a dépensé aussi un peu trop d'énergie de temps en temps. Elle a voulu rouler sur certaines étapes où je pense que c'était pas forcément obligatoire. Elle a voulu faire des grands coups à certains moments alors que c'était pas forcément intéressant ou obligatoire. Donc, c'est là où je parle de manque de maîtrise. C'est qu'à des moments, je pense que c'était pas intelligent de rouler de cette manière-là, mais au moins ils ont animé la course, au moins ils ont essayé. Bon voilà, le classement général de Bernal est bon. Bon, à Rensman, ça a été compliqué. Il perd du temps dès la première étape. C'est le coureur qui a le plus souffert, je pense, en Albanie. On pensait qu'il revenait un petit peu, notamment avec son contre-la-montre. Du côté de Pise, mais au final il n'a jamais été véritablement dans le coup en montagne. Il a surtout eu un rôle d'équipier pour Egan Bernal.
ce qui est un petit peu décevant pour lui parce que normalement ça devait être la relève, hein, à Rensman avec Carlos Rodriguez, et que tu t'aperçois que on est toujours obligé d'utiliser Egan Bernal, qui pourtant n'est plus à 100% de ses capacités physiques. On a retrouvé du Castroviero, par contre. Je trouve que Castroviero, qui avait eu des courses un petit peu compliquées sur ces dernières années, des grands tours qui n'avaient pas toujours été très bons. Là, j'ai retrouvé un petit peu du Castroviero. Bon, Kim Hayduk, toujours pas convaincu par ce coureur, hein. Je trouve que voilà, c'est toujours pas exceptionnel du côté de Kim Hayduk. Ben Turner, pas mal les sprints de Ben Turner, qui n'est pas un pur sprinter de base, à qui on a demandé de faire les sprints. Je trouve que c'était pas mal Ben Turner, voilà, sur les sprints. Et puis, ouais, Bernal qui s'en sort bien, et puis la manière de courir différente. Moi, j'ai bien aimé, voilà, cette nouvelle manière d'appréhender la course du côté de la Ineos. Donc c'est pour ça que je mets pour moi un 13 sur 20. Un 13 sur 20, encore une fois, d'encouragement du côté de cette formation sur ces 3 semaines de compétition. J'ai trouvé qu'il y avait du mieux, voilà, du côté de la Ineos. Donc ça c'est intéressant. On poursuit avec une formation à 14 sur 20 désormais. C'est la Jayco Alula. Jayco Alula, 2 victoires d'étape. Je dirais que le contrat est totalement rempli, 14 sur 20. Même au-delà de rempli du côté de la Jayco Alula. Alors oui, certes, on aurait pu attendre mieux de Chris Harper, qui au final ne fait que 23e au général. Mais je trouve qu'il a réussi assez vite à se remobiliser, que cette équipe a réussi assez vite à se remobiliser. C'était pas simple hein, quand même pour la Jayco Alula au départ. On partait avec Chris Harper pour le classement général, mais on savait que ça allait faire entre 8 et 12, au mieux 8, hein, vraiment du côté de Chris Harper. Donc on partait sans sprinter du côté de cette formation. Donc pour aller chercher des étapes, il fallait forcément être offensif, il fallait forcément attaquer pas mal, ce qui n'est pas forcément évident maintenant sur les grands tours, parce que tu sais très bien que tu te retrouves à avoir des échappées souvent très imposantes, avec parfois 30, 40 coureurs. C'est ce qu'on a eu hein, quand même sur les étapes de montagne sur ce Tour d'Italie. Des échappées qui ont parfois mis 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à sortir à 52 moyenne. Donc là aussi des échappées qui ne sont pas évidentes. La victoire de Luc Plapp, il était vraiment le plus fort ce jour-là. Chris Harper, je trouve, a vraiment très bien résisté pour sa victoire d'étape. 2 victoires d'étape du côté de la Jayco Alula, c'est plutôt un bon résultat du côté de cette formation. 14 sur 20. On a vu aussi pas mal Davide De Preto, Paul Double aussi en 3e semaine. Petite déception pour moi, c'est Zana, transparent hein, sur ces 3 semaines de compétition. Zana, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux. Alors il a pris des échappées, Filippo Zana, mais rarement dans le bon wagon à l'arrivée et souvent éliminé assez vite. Bon, Edburn, Engelhardt, c'était pas forcément des coureurs qu'on attendait au top niveau, donc voilà, leur Giro est pas catastrophique, mais il est moyen quoi, hein, le Giro de ces 2 coureurs-là. Par contre, Zana, oui, un petit peu déçu par sa performance. Koen Bouman, oui, bon, qui abandonne assez vite, donc il n'a pas forcément eu la chance de s'exprimer à son top niveau, Koen Bouman, et surtout de partir dans des échappées, ce qui aurait peut-être pu aider à aller chercher pourquoi pas une 3e victoire. Mais je dirais que du côté de la Jayco Alula, on a rempli l'objectif. Et pour moi, c'est un beau 14 sur 20 du côté de cette formation. On attaque déjà avec la Jayco, hein, on attaquait les équipes qui avaient des bonnes notes. L'AEF, 14 sur 20. Moi, j'ai trouvé, oui, la semaine de compétition... Enfin, les 3 semaines, à chaque fois je dis semaine de compétition, j'ai toujours du mal. Non, c'est 3 semaines, un grand tour. Mais l'AEF qui a été intéressante, je trouve, en termes de collectif déjà. Parce que c'est quand même une équipe qui a fait mal à la Visma, qui a fait mal à des adversaires. Alors, pas à la UAE, qui a été au-dessus en termes de collectif, mais quand même, j'ai trouvé que c'était très costaud. Rafferty, Steinhauser, Cepeda. On a plus vu le Cepeda de l'AEF même que le Cepeda de la Movistar. Donc j'ai trouvé cette équipe très intéressante en montagne. C'est ce qui permet notamment à Carapaz de gagner une étape. N'oublions pas également la victoire d'étape de Kasper Asgreen en échappée.
parce que c'est une équipe qui a gardé également cet état d'esprit d'envoyer souvent des coureurs en échappée et d'essayer de résister le plus longtemps possible. Moi, je pense que Carapaz n'a pas grand-chose à se reprocher, hein. Il a fait sa course, il prend une 3e place, voilà, qui est tout à fait honorable. Encore un podium pour lui sur un grand tour. C'est un mec qui est quand même très régulier sur les grands tours, hein. Parce qu'à part sa chute sur le Tour de France, quand il tombe avec Mas, il est toujours acteur des grands tours, hein. Soit il fait pas le classement général, il fait des classements annexes, mais il est toujours extrêmement régulier. C'est l'un des mecs les plus réguliers aujourd'hui aux avant-postes sur les grands tours. Il a quasiment jamais de craquante. Voilà, c'est un coureur qui est quand même assez formidable, je trouve, Carapaz, parce que c'est pas forcément le coureur dont on parle le plus, mais c'est un coureur quand même avec un beau petit palmarès, et puis qui anime, hein, souvent les courses, parce que des fois on se dit s'il n'y avait pas Carapaz on s'ennuierait un petit peu. Et puis ouais, bah, j'ai bien aimé ce qu'a fait Rafferty, Steinhauser, voilà, qui ont été très présents à l'avant, avec Cepeda aussi. Belle victoire de Casper Asgreen. Là encore, le contrat est rempli, voire même peut-être un petit peu au-delà du contrat rempli. Parce que les 2 victoires d'étape, elles font du bien. Alors peut-être la petite déception, c'est que Steinhauser n'ait pas été en mesure dans les échappées d'aller au bout. Mais il a servi souvent de point d'ancrage à Richard Carapaz. Et ça a été important. Et puis je trouve que Rafferty, vraiment l'Irlandais, bon, on sait que c'est un coureur qui est talentueux, hein, mais qu'il ne l'avait pas encore forcément montré chez les élites. Je trouve qu'il a eu un rôle d'équipier très intéressant. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Rafferty, et notamment en fin de course. C'est lui qui fait l'énorme tempo lors de l'étape 20. Non, ça a été du bon boulot sur les 3 semaines de compétition du côté de la l'AEF. Donc, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. UAE, j'ai mis 15 sur 20 du côté de la UAE. J'ai un peu hésité en termes de notes du côté de cette formation. J'ai mis que 15 sur 20, pas plus. Certes, on a une victoire avec Ayuso, avec Del Toro aussi, victoire d'étape. Donc ça c'est bien, hein, des victoires d'étape du côté de cette formation. On prend la 2e place avec Del Toro. On a quand même 4 coureurs au final dans le top 15. Mais ça montre aussi qu'il n'y en a aucun qui a véritablement roulé pour l'autre. Alors il y a eu un peu Maïka, mais c'est vrai que Yates n'a jamais véritablement travaillé pour Del Toro. McNulty n'a jamais bossé. Il s'est contenté de jouer son classement général, mais on n'a jamais véritablement vu McNulty énormément travailler pour les autres. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y avait pas Pogacar? Est-ce que c'est dû au fait que Ayuso n'était pas au top et que personne n'a voulu rouler pour Del Toro, que Del Toro n'a pas réussi à créer cet élan derrière lui? Ça, c'est une grande interrogation. Mais c'est vrai que sur ces 3 semaines de compétition, UAE a été présent. On a souvent vu les maillots UAE, mais n'a pas beaucoup travaillé à l'avant du peloton, n'a pas beaucoup été acteur de la course. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Bon, Baroccini, il prend quelques places d'honneur, mais on savait que ça allait être compliqué pour lui, qui était plus dans un rôle de protection sur le plat de ses équipiers que véritablement être en capacité de jouer sa propre carte. Bon, Jevine a abandonné assez vite, là c'est dommageable pour l'Australien, encore une fois un enchaînement de chutes, hein, pour Jevine, c'est toujours aussi compliqué. Arrieta, plutôt pas mal, c'était pas son premier grand tour, Arrieta, ou le 2e peut-être, non c'était le premier, c'était pas bien le premier. Bah, je trouvais le premier grand tour d'Arrieta assez intéressant. Au 4e à Castelremondo, du côté des fois où il est parti en échappée, il a souvent servi de point d'ancrage à l'avant de la course. Pas mal, Arrieta. Voilà, Yates m'a pas vraiment impressionné sur ces 3 semaines de compétition. J'ai trouvé très discret, assez décevant et bon, assez peu acteur aussi de la course. Maïka, ça fait quand même 2 ans qu'il fait quand même des Giro incroyables, Maïka, et qui est toujours à un bon niveau. Et puis lui, il a bossé. C'est vrai qu'encore une fois, Yates, McNulty, bon, autour de Del Toro, ils n'ont pas énormément travaillé. Moi, après, j'ai bien aimé, hein,
Encore une fois, si t'enlèves l'étape 20, j'ai adoré le Tour de Del Toro. Le Giro de Del Toro, moi je trouvais que l'étape 20, il y a un raté monumental en termes de stratégie. Pour moi, c'était pas une panne de jambes, pour moi, c'est une erreur complète de stratégie et voire limite un manque de respect envers le Tour d'Italie quand tu le vois à l'arrivée. Mais pour le reste, j'ai trouvé qu'il a bien couru, qu'il était bien positionné à chaque fois. Alors on m'a dit que c'était parce qu'il y avait les bonnes consignes dans la voiture. Je veux bien une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Sur toutes les étapes, tu regarderas toutes les étapes. Même les étapes de plat, il est toujours bien positionné. Alors je veux bien sur certaines journées que ça soit grâce à l'oreillette, mais même quand on te le dit dans l'oreillette, si tu sais pas frotter, tu sais pas frotter. Hein. Donc il y a un moment, le mec s'est frotté, et le mec a cette qualité-là. Je pense que Thomas Voeckler, on l'engueulait hein, quand il était à l'arrière du peloton. Ouais, mais sauf qu'il n'était pas à l'aise à l'avant, il n'était pas à l'aise à l'avant. Je pense que mon Coutier aussi, on devait l'engueuler quand il était à l'arrière du peloton. Ouais, mais bon, si tu sais pas faire, tu sais pas faire. Del Toro, il sait faire. Del Toro, il sait se placer à l'avant de la course. Et encore une fois, il fait une belle course jusqu'à la veille de l'arrivée, où là, ils se sont complètement plantés, à la fois la direction sportive, lui aussi un petit peu, mais la direction sportive. Donc voilà, 15 sur 20 pour moi. Ça mérite... c'est une bonne note, hein, 15 sur 20, hein, c'est déjà une très bonne note. Mais ouais, en termes de collectif, il m'a manqué des choses pour mettre mieux. Astana, oh bah là le contrat est plus que rempli. Astana, j'avais un peu peur pour Astana en début de Giro parce que je savais pas si la dynamique allait rester du côté de l'équipe italienne. C'est-à-dire que est-ce que collectivement ils allaient continuer à être sur ce rythme-là, sur ce rythme en termes de performance qu'ils avaient depuis le début de la saison. Parce que c'est vrai que Décathlon, ça avait commencé à décroître quand même à partir du Tour d'Italie, où il y avait eu un ralentissement à partir du Tour d'Italie, et le ralentissement après s'était confirmé derrière au moment du Tour de France et sur la dernière partie de saison où Décathlon était rentré dans le rang. Ben, ils sont toujours pas rentrés dans le rang. Et ils sont sur une dynamique hein, de confiance, ça c'est clair et net, mais ça s'est pas arrêté, pourtant avec une opposition qui était forte. Ils ont été intelligents dans la manière de gérer les points, bien entendu pour le classement de la montagne. Mais même en jouant complètement le classement de la montagne, Ulissi, qui porte quand même le maillot de leader pendant une journée, et malgré le fait qu'il le perde dès le lendemain, Diego Ulissi fait 21. Ils sont quand même 5 dans le top 50. C'est-à-dire, Ulissi est 21, Fortunato est 24, Scaroni est 40, Masnada est 41, Wout Poels est 50. C'est-à-dire que Wout Poels marque encore 20 points UCI. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, oui, mais 20 points, plus 50 points, plus les 280 points au niveau du classement de la montagne, au bout d'un moment, ça fait énormément. Rajoutez à ça les points qu'a accumulé Max Canter sur les étapes de plat. Leur objectif de départ, c'était de marquer des points. Ils ont marqué énormément de points sur ces 3 semaines de compétition. Ils ont été pragmatiques, ils ont été efficaces. Ils ne sont pas partis dans toutes les échappées, Astana, mais ils sont partis dans les échappées qui pouvaient leur permettre de marquer le maximum de points. Depuis le début de saison, de toute manière, l'objectif c'est de marquer le maximum de points et de maximiser leurs chances. Ça a été le cas, encore une fois, sur ces 3 semaines de compétition. Certes, Fortunato a dû, je pense, sacrifier ses ambitions pour le classement général. Mais en même temps, est-ce qu'on ne retient pas plus un coureur qui fait vainqueur du classement de la montagne d'un grand tour plutôt qu'un mec qui fait 10e ou 11e d'un classement général? Moi, je crois qu'on retient quand même plus un mec qui fait classement de la montagne. On retient plus la carrière de Richard Virenque que la carrière, je sais pas moi, presque d'un Christophe Moreau. Ou d'autres coureurs qui ont peut-être fait top 10 du général. Je pense qu'il y en avait un qui avait fait top 10 du général du Tour de France chez Bonjour. Je sais plus, il avait fait 6 ou 7 du Tour de France. Au final, on retient plus Richard Virenque que ce mec-là. Donc ça montre bien qu'au bout d'un moment, oui, les classements annexes, c'est intéressant. Et puis Fortunato, il a été bon pendant ces 3 semaines de compétition. Je crois qu'on a rarement vu quand même un mec dominer autant le classement de la montagne. En termes de nombre de points, c'est exceptionnel. Je crois que c'est 325 points. 355 points de marqués.
quand même extraordinaire. Et puis Canter aussi, qui a essayé de faire des places d'honneur. Enfin, voilà, on marque des gros points sur ce Tour d'Italie du côté d'Astana. Et on reste sur cette belle dynamique. Donc pour moi, c'est un bon résultat du côté de cette formation. On poursuit. Il reste 2 équipes. Lidl, 16 sur 20. Très belle semaine, très belle... 3 semaines de compétition du côté de la Lidl Trek. Et pourtant, on a perdu Ciccone. C'est dommage parce que je pense que Ciccone pouvait, pourquoi pas, finir premier italien. Quand tu vois comment la course s'est changée derrière. Et cette chute lui coûte très cher à Ciccone. Pas mal de victoires, à la fois Danule, à la fois Mats Pedersen, à la fois Carlos Verona. On a bien réussi à se remettre dedans quand même en 3e semaine. Pedersen qui remporte le classement du maillot cyclamen, là aussi, il a surdominé ce classement-là. Si on regarde Jacopo Mosca qui a énormément bossé. Alors Domas Mathias Vacek sur la 3e semaine qu'on a quand même moins vu. Très présent sur les 2 premières semaines de compétition. C'est vrai que sur la 3e semaine, il a été plus discret. Voilà, petit point noir. Bon, Krag Andersen qui a abandonné assez vite. Là, c'est dommage. Peut-être aussi un petit peu Patrick Conrad. On aurait peut-être pu s'attendre à mieux de la part de l'Autrichien, mais bon, il a eu aussi un travail d'équipier autour de Ciccone, Patrick Conrad. Mais pour le reste, Jacopo Mosca, qu'on a beaucoup vu dans les échappées pour aider Mats Pedersen. Bon, Mats Pedersen qu'on a énormément vu. Verona qui prend une victoire d'étape. Ça a été une belle compétition du côté de la Lidl Trek. Moi, j'ai bien aimé cette capacité à se remobiliser. Ils ont aussi fait une performance collective en Albanie pour contrôler les étapes, le tempo qu'a mis Ciccone. Cette équipe a quand même fait un travail collectif sur l'étape 1 qui m'a émerveillé quand même ce jour-là du côté de cette formation. Et c'est aussi ce que je retiens et c'est aussi ce que je note. C'est le travail collectif. Et autant, voilà, j'ai un peu critiqué la UAE sur le travail collectif, autant la Lidl Trek en termes de travail collectif, autour de Mats Pedersen, ça a été assez exceptionnel quand même. Et le fait que Pedersen rende l'appareil à Ciccone, ça j'ai bien aimé aussi. Donc voilà. Pour moi, c'est un bon 16 sur 20. J'ai pas grand-chose d'autre à dire du côté de la Lidl Trek. Quand c'est bien, voilà, il faut pas non plus s'époumoner pendant 3 heures. Quand c'est bien, c'est bien. Donc là, c'était le cas. Première équipe, du côté du classement, avec un 17 sur 20, la Visma Leasebike. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe arrive à faire aussi bien sur 3 semaines. Et arrive surtout à jouer à la fois les sprints et à la fois le classement général. Parce que quand on avait des équipes de 9, jouer les 2 cartes, c'était facile, on va dire. Depuis qu'on a des équipes de 8, je trouve que c'est vraiment compliqué d'être à la fois présent en classement général et à la fois être présent du côté du sprint. Je trouve que c'est un exercice qui est très compliqué. Sauf que la Visma a réussi cet exercice-là. On a des victoires avec 3 victoires d'étape avec Koy Van Aert. La victoire au classement général avec Simon Yates, qui a été efficace pendant 3 semaines de compétition et qui n'a pas connu de craquante. Au final, sa moins bonne journée, c'était le vendredi avant l'arrivée. Et ça a été sa moins bonne journée, on va dire, du classement général. Et c'est peut-être ce qui lui a permis d'avoir autant de liberté sur l'étape du lendemain. On a eu Kruijswijk et Kelderman qui ont fait un énorme boulot pour Van Aert. Un énorme boulot pour Lafcoy. Affini aussi, il a été extrêmement performant pour Koy. C'est vrai que Koy, malgré le fait qu'il n'avait pas un train complet, il a eu un train qui a quasiment rivalisé avec ce que faisait la Lidl Trek, ce que faisait la DSM, ce que faisait la Decathlon, alors qu'ils étaient que 2 en réalité. Kelderman, Kruijswijk, mais Kelderman qui a fait un énorme boulot quand même sur les étapes de plat, ce qui fait qu'il en manquait un petit peu sur la 3e semaine, mais il a fait un énorme boulot dans ce registre-là. Bart Lehman qui a été bon, Van Aert, le travail d'équipier qu'il a fait pour Simon Yates a quand même été assez exceptionnel. Peut-être la déception, c'est Van Baarle qu'on n'a pas vu énormément
sur ces 3 semaines de compétition, mais qui revenait quand même d'un début de saison qui a été très compliqué du côté de Dylan van Baarle, un peu un manque de jours de course. Sinon, pour la Visma, je pense qu'on n'avait pas forcément emmené la grosse équipe pour le classement général, et pourtant on s'impose à la fin. Le résultat, pour moi, il est très bon. L'équipe a, pour moi, surperformé par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre au départ, et surtout, elle a réussi à être performante sur ces 2 registres, ce qui, je pense, pour moi, est le plus compliqué aujourd'hui sur les grands tours. D'être à la fois bon sur le sprint, sur le classement général, c'est vraiment extrêmement compliqué. On voit des équipes qui n'ont pas réussi à reproduire ça, et que ça soit la Lidl qui a réussi à le faire, parce que Ciccone, s'il tombe pas, il fait un bon classement général, il est dans le top 10. Et la Visma, je trouve, a été forte, mais la Visma aussi dans cette capacité qu'ont eu des grands leaders à se surpasser pour devenir équipier. Je pense à Van Aert. Le travail sur les sprints de Affini et Van Aert, moi j'ai trouvé vraiment exceptionnel, parce que quand il avait juste à finir le travail. Et puis Simon Yates qui s'impose, pour moi c'est un grand tour complètement réussi du côté de la Visma Lease a Bike. J'ai mis 17 sur 20, j'ai pas mis plus. Certains pourraient dire j'aurais pu mettre 18, 19. Oui, mais en réalité, en haute montagne, on les a peu vus au niveau collectif. Comme Kelderman et Kruijswijk roulaient énormément sur le plat, ça a été compliqué pour eux. Tout n'a pas été parfait, voilà, du côté de cette formation. Mais je dirais que c'est d'un très bon niveau, donc c'est pour ça que c'est l'équipe qui a la meilleure note, mais que je me suis arrêté à 17 sur 20 du côté de la formation néerlandaise, et j'espère que ça va leur faire du bien après un début de saison qui a été quand même très compliqué du côté de la Visma Lease a Bike. Ça va peut-être les relancer dans une dynamique, et ça va peut-être aussi moins mettre la pression à Vingegaard, parce qu'il sait que Vingegaard, même s'il se rate sur le prochain Tour de France, en gros, ils ont quand même déjà réussi un petit peu leur saison avec un grand tour de remporté, et ça va peut-être lui mettre moins la pression sur les épaules que si la Visma s'était complètement ratée sur le Tour d'Italie et qu'on savait qu'on misait tout sur lui, qu'il fallait forcément qu'il soit au maximum. Donc ça c'est peut-être intéressant du côté du coureur danois Jonas Vingegaard. Pour conclure cette vidéo, on va regarder un petit peu différents classements, le classement notamment du nombre de points récoltés par les équipes sur ce Tour d'Italie, puis on regardera également le price money, donc les revenus, les gains des équipes et des coureurs, puisque chaque coureur nominativement reçoit des gains qu'il ensuite redistribue normalement à ses équipiers et au staff de l'équipe. C'est comme ça que ça se déroule normalement, 50% coureurs de l'équipe, 50% le staff qui récupère les gains normalement dans la plupart des équipes. Alors UAE est l'équipe qui a marqué le plus de points sur ces 3 semaines de compétition, avec 3264 points. Vous avez notamment le port du maillot rose qui leur a permis de récolter pas mal de points, mais aussi des étapes, notamment Del Toro et Ayuso. Et puis vous avez le classement général, parce que vous aviez plusieurs coureurs, notamment McNulty, Adam Yates, qui était également dans le top 20 du classement général, donc ça a marqué des points du côté de cette formation. Deuxième équipe, la Visma, 3098 points de récoltés, donc assez proche de la UAE. Bien entendu, la victoire de Simon Yates au niveau du classement général. Du côté des étapes, eh bien, on a Van Aert, on a également Olaf Koy qui a remporté 2 étapes, donc 3 victoires d'étape du côté de cette formation, et puis quelques ports de maillots distinctifs, notamment le maillot rose pendant 2 jours, ça vous fait 50 points, et puis quelques maillots à côté du côté de cette formation. La Lidl Trek 3e avec 2085 points. Là on est sur les maillots, ça, et en parlant des maillots, il y a aussi la place de Livecoy au niveau du maillot cyclamen qui a rapporté des points. Du côté de la Lidl Trek, bien entendu la victoire de Mats Pedersen du côté du maillot cyclamen qui a rapporté beaucoup de points, plus le port du maillot rose du côté du coureur danois. On rajoute à ça bien entendu des victoires d'étape avec Verona, avec Mats Pedersen du côté de cette formation. Par contre, du côté du classement général, seulement 25 points. C'est sûr que l'abandon de Giulio Ciccone a coûté cher. En 4, l'AEF, 1670 points.
Pas de maillot, pas de points liés au maillot. Par contre, le classement général de Carapaz, ça vous permet d'avoir 765 points, plus des classements du côté des étapes, là encore, dû en majorité à Carapaz. Du côté d'Astana, eh bien 1417 points, 330 points, ce sont les deux premières places du côté du classement de la montagne avec Fortunato et Scaroni. On rajoute à ça du côté du classement général 175 points, certainement dû également à Fortunato qui a marqué quelques points. Et puis du côté du classement des étapes, eh bien la victoire bien entendu et le doublé Scaroni-Fortunato auquel on peut rajouter également des points marqués par Max Canter sur les sprints. Le classement de la Bahrain Victorious 6e à même pas 15 points de Astana, pas de points du côté des maillots par contre, 625 points au niveau du classement général, notamment grâce à Caruso et sa 5e place, mais n'oublions pas également Tiberi qui est resté je crois dans le top 20 de tête dans ce classement, et puis les étapes là également avec du Tiberi, notamment les contre-la-montre, 779 points. Du côté de la Ineos, on est 7e, 1232 points. Le classement général avec Egan Bernal notamment. Et puis la victoire d'étape de Joshua Tarling, ce qui permet de rapporter 862 points du côté du classement des étapes. Là, Borans Grohe, eh bien 40 points de port de maillot rose de la part de Primoz Roglic. On rajoute également des bons résultats sur les contre-la-montre du côté de Primoz Roglic. 440 points, c'est Giulio Pellizzari avec son classement général. Et puis la victoire également de Nico Denz, ce qui a rapporté des points à cette formation. Israël, 1090 points, 630 points, et bien la 4e place de DRG, auquel on rajoute 460 points du côté des étapes, notamment là aussi DRG qui a marqué. Pas de victoire du côté de cette formation, mais il y a eu une 2e place pour Corbin Strong aussi du côté des sprints, donc ça permet de rapporter quelques points. La Picnic Post-Tenel, 1069 points, alors 225 points du côté du classement général, Bardet, Max Poul. Et je pense surtout à Max Poul, je ne sais même pas si Romain Bardet au final a marqué des points, 844 points au niveau des étapes, la 2e place de Romain Bardet, la victoire également de Casper Van Duden, ce qui a permis de maximiser les points du côté de la Picnic Post-Tenel. La Movistar 11e, 992 points, 380 points c'est le classement, notamment d'Ener Rubio, 612 points du côté du classement des étapes. La Décathlon 12e, 105 points pour le classement général, 95 points, ce sont les points de la 3e place de Nicolas Prodhomme au niveau du classement de la montagne, 600 points là également dû notamment à la victoire de Nicolas Prodhomme sur une étape. La Tudor au 13e, on a les points de Storer. Quelques résultats également sur certaines étapes, mais ça reste assez décevant, je pense même par rapport à l'an dernier du côté de cette formation où il y avait eu quelques places avec Dainese. La Soudal Quickstep 14e, 690 points, 100 points de classement général, ce qui est déjà pas si mal avec Landa qui est parti. Et puis 590 points de classement au niveau des étapes, notamment la 2e place de Paul Magnier, mais ça manque d'une victoire du côté de cette formation. Alpecin 15e. J'avais oublié EF également, il y a eu la victoire de Casper Asgreen du côté de Alpecin. Certes, Caden Groves, majoritairement, qui a marqué des points du côté de cette formation. Pour le reste, ça a été très décevant. Mais on ne s'attendait pas à des miracles non plus. La Jayco Alula, 2 victoires pour Luke Plapp et Chris Harper. Seulement 60 points au classement général, on aurait pu s'attendre à mieux de la part de Chris Harper. Et pas de points du côté des classements annexes. AQ36.5, 552 points, 110 de classement général, 442 d'étapes. Il y a eu Moschetti pour les étapes, un peu Pidcock également. Mais le classement général de Pidcock coûte cher. La Polti, 412 points. La Bardiani, 400 points dû aux étapes. Du côté de la Polti Visite Malta, on a Piganzoli qui a marqué des points pour le classement général du côté de la formation italienne. La Cofidis, 325 points, 15 pour le classement général, 310 pour les étapes. Ça reste pas exceptionnel. Et puis Arkea, 264 points. Groupama 245, et puis c'est Intermarché qui a marqué le moins de points avec seulement 190. Du côté du Price Money, eh bien la Visma qui a le plus gagné avec 366 000
€ devant la UAE qui a gagné 279 000 €. Mais vous voyez bien que malgré 3 semaines de compétition à un bon niveau, eh bien ces équipes-là qui ont des budgets aux alentours de 60 millions d'euros, eh bien c'est pas avec les revenus sur les grands tours et c'est pas avec les revenus remportés grâce à leurs résultats sur les compétitions que ces équipes-là peuvent financer une saison. C'est pour ça que je suis pour les budgets capés. On retrouve ensuite la Lidl Trek, la EF, Astana, Red Bull. Polti visite Malta, qui avec les sprints intermédiaires a rapporté pas mal de sous, devant la Bahreïn et la Decathlon. Ineos au final assez loin, 10e, devant Picnic. La Bardiani, là aussi, les sprints intermédiaires leur permettent de rapporter pas mal de points, devant la Tudor, Alpecin. Israël, qui a marqué pas mal de points UCI grâce au classement de DHJ, mais qui au final ne gagne pas beaucoup d'argent à la fin. Movistar, Jayco, Soudal. Q36 également loin, devant Arkea, Cofidis et Groupama et Intermarché qui finissent aux 2 dernières places, seulement 9 646 € Enfin, 9 646 francs suisses, pas euros, francs suisses, mais bon, ça fait quand même pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des coureurs. Et du côté des coureurs qui ont remporté le plus d'argent, eh bien c'est Simon Yates, devant Isaac Del Toro, Pedersen, Carapaz, Coy, Van Aert. Et le premier français, eh bien, c'est Prodhomme, juste derrière Dries de Bondt. Dries de Bondt, les sprints intermédiaires, Nicolas Prodhomme également, l'étape plus les sprints intermédiaires, qui a rapporté pas mal d'argent, voilà, du côté des différents coureurs qui ont récupéré des primes sur ce Tour d'Italie. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!